de développer les activités économiques de nos entreprises et les emplois sur notre territoire. Pourquoi? Et c'est cela qu'il a fallu combattre. D'abord, il a été combattu grâce à des initiatives prises par l'OCDE, qui a adopté une convention à la fin des années 90 de lutte contre la corruption, qui s'appliquait pour tous les pays, mais comme vous savez, les conventions de l'OCDE ne sont pas automatiques, ne se rentrent pas automatiquement dans le droit de chacun des pays. Il faut ensuite que chacun des pays l'intègre dans sa propre législation. La France l'a fait, mais du bout des doigts, au début de l'année 2000, en créant le délit de corruption d'agents publics à l'étranger, qui n'existait jusqu'à présent pas. Il y avait la corruption d'agents publics français en France, mais pas d'agents publics étrangers à l'étranger. On crée cela. Eh bien, quand la loi Sapin 2 est parue au journal officiel, en décembre de l'année 2016, aucune entreprise française n'avait encore été condamnée en France pour des faits de corruption, alors qu'elle l'était aux États-Unis, ou qu'elle l'était en Hollande, ou qu'elle l'était éventuellement en Grande-Bretagne. Situation extrêmement préjudiciable. On parlait des classements Transparency International. La France est un peu mieux classée que ne l'est encore aujourd'hui la Tunisie, mais par rapport à d'autres pays comparables, extrêmement mal placée. L'OCDE, qui mettait aussi un classement, c'était la manière, si je puis dire, de pousser les uns et les autres à agir dans ce domaine, avait un classement extrêmement dégradé. Et autant dans la première loi Sapin, j'avais eu quelques mal avec les lobbies du bâtiment, des travaux publics, de la publicité. On fait d'ailleurs une belle publicité qui m'a permis d'avoir le nom de la Sapin à l'époque. C'est l'avantage des publicitaires, c'est quand ils font de la contre-publicité, c'est aussi une forme de publicité. Mais donc, autant j'avais eu énormément de mal avec ces grands lobbies économiques français, autant cette fois-ci, ce sont les grandes entreprises françaises qui sont venues nous voir en disant « Faites votre loi ». Nous avons besoin de votre loi. Notre compétitivité au niveau international est atteinte par la mauvaise réputation de la France dans ce domaine-là. Ce sont elles-mêmes, c'est les Total, les MJ, les Veolia, tous ceux qui sont venus. Venez. Oui, mais ça va être contraignant pour vous. Nous avons besoin de cette contrainte parce que nous avons une crédibilité à retrouver. Puisque nous avons ici un représentant de l'ONU, cousin de la Banque mondiale ou d'autres organismes de développement et d'appui au développement multilatéral, il y a certains marchés qui étaient perdus par les entreprises françaises parce que, compte tenu de la mauvaise image qui était celle de la France, elles n'étaient pas acceptées pour soumissionner dans des marchés aidés par la Banque mondiale ou par des mécanismes d'aide. Donc ce sont les entreprises, c'est le monde économique en France qui a voulu et qui m'a aidé à faire passer ce texte-là. Je le décris pour bien montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre les intérêts et les autres. Et la loi Sapin 2 a eu comme principal objectif, je l'espère comme fait, de mettre en œuvre des dispositions plus efficaces dans ce domaine. Très rapidement, nous reviendrons, je vais laisser beaucoup de place bien sûr au débat. Quelles sont les principales dispositions? Vous les avez citées. Il y a des dispositions très importantes, même si elles sont en appui des autres dispositions qui touchent à la protection des lanceurs d'alerte, qui touchent à la transparence de ce qu'on appelle les représentants d'intérêt, les lobbies en mauvais français ou en mauvais anglais, je ne sais pas. Mais ça sont des dispositions qui viennent en appui de quoi? De trois grandes dispositions de la loi Sapin. La première, c'est renforcer la prévention de la corruption. Vous savez, c'est comme les maladies, hein, comme disait l'autre, il vaut mieux prévenir que guérir. En l'occurrence, il vaut mieux prévenir que punir. Il faut punir quand il y a besoin de punir. Mais il faut, le meilleur moyen de lutter contre la corruption, c'est d'éviter qu'il y en ait. Voilà. Donc, pour éviter qu'il y en ait, il faut prévenir. Et donc, on impose aux entreprises françaises la mise en place de plans de prévention, c'est ce qu'on appelle de la compliance, de la conformité, qui doivent elles-mêmes faire leur propre police. Et l'AFA, l'Agence française anticorruption, vérifie que chaque entreprise a bien mis en œuvre les dispositions obligatoires de la loi et qu'elle le fait dans un bon esprit et avec efficacité en son sein. Donc, renforcer considérablement la prévention de la corruption avec cette AFA qui dispose même de moyens de coercition et de moyens de sanction. Une entreprise, non pas qui corromprait, mais une entreprise qui n'aurait pas mis en œuvre les dispositions de prévention de la corruption peut être sanctionnée par l'AFA et mise en demeure de mettre en place les dispositifs nécessaires. Le deuxième sujet que nous avons eu à aborder dans ce texte, c'était de renforcer l'arsenal répressif, si je
je puis dire, dans le domaine de la corruption. Et tout particulièrement de créer une compétence extraterritoriale. C'est pas si simple que cela de lutter pour un juge français ou un policier français ou pour une cour chargée ensuite d'examiner les dossiers. C'est pas si simple que ça de travailler sur des faits qui ont lieu hors de France, qui mettent en cause des autorités étrangères, dont souvent les acteurs eux-mêmes sont des étrangers, donc à l'étranger, par des étrangers, sur des étrangers, et souvent, quand ce sont des autorités publiques qui sont en cause, sans beaucoup de coopération, si je puis dire, des mêmes autorités elles-mêmes, c'est très compliqué de trouver la preuve et de mettre en œuvre ensuite ces dispositifs. Donc nous avons renforcé ce caractère dit extraterritorial que les Américains ont développé à un niveau absolument exponentiel, mais que nous avons dû développer pour permettre à nos propres magistrats, policiers de travailler dans de bonnes conditions. Et puis le troisième sujet, et j'en termine par là, c'est la mise en place de procédures dites de justice transactionnelle. C'est quoi? C'est évidemment à l'image de ce que les Américains ou les Anglais avaient pu déjà mettre en œuvre depuis un certain temps, et qui permet à une entreprise, parfois d'elle-même, de dire, ben voilà, j'ai repéré qu'il y avait un problème chez moi. Je prends juste un exemple, puisque c'est dans tous les journaux, Airbus a repéré qu'il y avait un problème dans la vente d'un type d'avion, je crois que c'était du côté de l'Autriche. Très bien. Aucun juge, aucun policier, pas de plainte, rien. Mais d'elle-même, l'entreprise dit, j'ai un problème. J'attends pas que des poursuites soient menées contre moi. Je vais voir le procureur, et avec le procureur, je regarde comment je peux faire. Ou je vais voir l'autorité concernée. Et beaucoup de ces grandes entreprises se voient confrontées à la compétence de plusieurs juridictions. Une juridiction américaine, parce que c'est en dollars, une juridiction anglaise, une juridiction française, ou une juridiction allemande. Je vous rappelle que Airbus est une société franco-britannico-allemande, et donc ces trois autorités sont compétentes. Et jusque-là, nous étions dans une situation où la France ne faisait pas son travail. Dans mes pérégrinations pour essayer de comprendre les autres dispositifs, j'avais été aux États-Unis, j'avais été voir le DOJ, et le chef du département anticorruption du DOJ. Et par le dispositif, je lui dis, et puis à un moment donné, je lui dis, mais pourquoi vous êtes si méchant avec les entreprises françaises? Parce que Total, Technip, Alstom venaient d'être condamnés. Pourquoi vous êtes si méchant avec les entreprises? Il me dit, non, il prend la liste, et il me met sur la liste toutes les entreprises qui venaient d'être condamnées. Il y avait effectivement autant d'Américaines que de Françaises, que d'Allemandes, que de Britanniques. Donc on n'est pas plus méchant avec les Français. Oui, mais pourquoi vous vous occupez des entreprises françaises? Et il me dit simplement, vous ne faites pas le boulot. Donc je le fais. Eh bien, faire le boulot, c'est aussi une manière de retrouver sa souveraineté. Je ne trouve pas normal qu'une grande entreprise française soit condamnée aux États-Unis, j'allais dire en tant que ancien ministre du budget. Par ailleurs, je ne trouve pas normal que quand des indemnités et des amendes sont payées, ça ne soit payé qu'au Trésor américain, alors que ça pourrait aussi bien être payé au Trésor français. Et donc, cette mise en place de ce système transactionnel nous permet, en ce moment, de travailler ensemble avec d'autres juridictions qui comprennent, c'est pas exactement le même dispositif, chacun a ses principes, chacun a ses habitudes, chacun a ses institutions, mais c'est le même mécanisme, et on peut mettre en œuvre, chacun en son coin, si je puis dire, mais de manière coordonnée, ces mécanismes qui permettent de sanctionner, de résoudre, et évidemment de permettre à l'entreprise de tourner la page et de repartir sur des bases solides. Il y a un point, il faut que je fasse un petit bilan, c'est très difficile de faire le bilan, mais une loi donc, qui est adoptée au journal officiel en décembre 2016. Les premières dispositions sont applicables au 1er juin 2017. La plupart des dispositions sont applicables au 1er janvier 2018. Donc on est à un an et quelques. Eh bien aujourd'hui, toutes les grandes entreprises françaises qui sont concernées par la loi ont mis en place des plans de prévention. L'Agence française anticorruption a déjà mis en cause telle ou telle entreprise qui n'allait pas suffisamment loin, de manière à montrer l'exemple, et tout le monde vraiment est poussé à agir. Et s'agissant de la CEGIP, je vais vous prendre un exemple qui vous frappera parce qu'il n'est pas très éloigné de vous.
une grande banque française, je peux la nommer puisque tout cela est public, la Société Générale, a été poursuivie aux États-Unis et en France pour des problèmes de corruption en Libye, dans la Libye d'avant, si je puis dire, dans la Libye du temps de Kadhafi. Tout ça est un peu long à traiter. Eh bien, il y a eu une CEGIP, qui est une très belle CEGIP, si je puis dire, du point de vue juridique, qui a été conçue parallèlement, ensemble, par les autorités américaines et les autorités françaises, et qui a été rendue publique, alors que les processus sont très différents d'un côté comme de l'autre, rendue publique le même jour, à la même heure, les heures ne sont pas les mêmes, mais le même jour, à la même heure, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème sur les marchés, etc., et qui a permis à la Société Générale de clore en toute transparence, et en payant les amendes partagées d'ailleurs entre les deux pays, dans des conditions qui sont des conditions d'efficacité, d'honorabilité, et sans rien cacher, rien dans l'ombre. Pas une justice de l'ombre, c'est une justice en toute clarté. En France, d'ailleurs, ça se passe au travers d'une séance publique, avec une homologation par le juge du siège, par le président du tribunal de grande instance, en l'occurrence de Paris ou de Nanterre, la plupart du temps à Paris ou à Nanterre que ces choses se passent. Donc, les premiers pas de cette loi sont aujourd'hui bénéfiques. Après, tout est, ici comme ailleurs, dans la mise en œuvre déterminée. La corruption, c'est un phénomène tellement profond. On en parlait déjà dans la Bible, on en parlait dans toute la construction de l'Empire romain, et même dans sa destruction. On en parlait à chaque civilisation, peut-être parfois beaucoup de civilisations se sont éteintes, emportées par des phénomènes de corruption qui accompagnaient des phénomènes de dissolution économique, sociale et politique. Donc ce n'est pas quelque chose qui est né comme ça et qui va disparaître comme ça. C'est profond, cette tentation de la corruption. Et bien plus c'est profond, plus il faut de détermination, de volonté politique et de s'inscrire dans la durée. C'est ce que la France, beaucoup de temps pour la première loi, 22 ans pour la deuxième loi, et il faut de la durée. Bon, je ne donne de conseils à personne, mais comme ça dure longtemps, il vaut mieux commencer le plus tôt possible pour pouvoir ensuite être le plus efficace possible. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots sur l'état d'esprit, le contexte, les principales dispositions de cette loi Sapin 2, et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Monsieur Sapin. C'est clair, c'est indéniable qu'aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a un effet macroéconomique vertueux, cette loi. On connaît l'importance du dossier économique aujourd'hui dans le développement de notre pays. Donc oui, allons vite, mais faisons les choses bien. C'est pas Habdoumi, à vous d'en discuter un petit peu avec M. Sapin avant d'ouvrir le débat. Peut-être avant d'ouvrir le débat, s'il y a quelques commentaires de nos panélistes, ensuite on ouvre le débat à la salle. Merci. Mesdames, Messieurs, honorables invités, consoeurs, confrères, Excellences, Messieurs, Mesdames les ambassadeurs et ambassadrices, Monsieur le représentant du pays en Tunisie, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le ministre et confrères, je crois que vous êtes le pourvoyeur et l'instigateur de cette rencontre, aux côtés de Monsieur le bâtonnier. La mission qui est la mienne est celle d'être en quelque sorte, non pas tout à fait un contradicteur, mais disons-le un rapporteur de la réalité tunisienne face à ce mal qu'est la corruption. Ce petit pays qu'est la Tunisie, par les instances internationales de notation, de classement, est parfois porté à des dimensions que je pense sont loin d'être les siennes. Monsieur Michel Sapin, ancien ministre et nouveau confrère, parlait et répétait en ayant comme référentiel les grandes entreprises françaises. Monsieur le ministre, en Tunisie, nous n'avons que des toutes petites. Au rang des 500 d'entreprises employant plus de 500 salariés,
nous n'avons que quelques-unes, d'ailleurs surdimensionnées, et employant beaucoup plus de personnel qu'elles n'en ont besoin. Durant ma vie d'étudiant, et aux côtés de mes études de droit, j'ai fait un diplôme d'économie internationale, et j'ai eu par hasard connaissance d'une thèse écrite par un Libanais qui s'intitulait « L'économie de la petite nation ». Parlant de l'économie libanaise, à l'époque est suisse. Je vous dis sincèrement que la Tunisie doit répondre aux normes de ces économies des petites nations. Et de ce fait, la Tunisie a droit à un traitement qui soit au niveau international, qui tienne en compte, et en plus de son histoire et de sa position géographique, de ces données économiques, la Tunisie n'aura jamais de grandes entreprises, de multinationales. Vu ces intrants économiques et financiers, aurait peut-être, tel que l'économie suisse avec Nestlé et quelques nouvelles entreprises de services, notamment financiers et bancaires aux origines historiques, la Suisse a des PME, a un peuple dynamique. Nous sommes sans prétention, nous pouvons à certains égards être comparés à ces petites nations. Et de ce fait, nous avons le droit à un traitement qui tienne compte de cette situation économique, sur le plan sociologique. Une chercheuse française, une sociologue, avait étudié le cas corse en France. Pourquoi est-ce qu'il y a des réseaux mafieux en Corse? Sa conclusion dans sa thèse était la suivante. La pauvreté est le premier générateur de corruption et de réseaux, aussi bien économique que politique. La pauvreté, monsieur le ministre, était une donnée essentielle et endémique en Tunisie. Elle s'est approfondie et généralisée. La classe moyenne, après la Révolution, a quasiment disparu en Tunisie. Chargé par l'ancien bâtonnier à suivre les manifestations inhérentes aux accords Aléka, j'ai eu à écouter longuement monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, incitant à accélérer le processus d'intégration de la Tunisie par le biais des accords Aléka. Monsieur le ministre, ces accords sont en dehors de l'histoire. Ces accords n'ont aucun rapport avec la Tunisie. Cas unique dans le monde entier, et je peux vous citer les éléments qui caractérisent l'unicité de la Tunisie dans le monde, aussi bien sur le plan économique, politique, historique et sociologique, s'agissant d'un pays où le taux d'émigration est relativement élevé. Elle se situe dans les 5 premiers pays dans le monde, mais je crois qu'avec l'émigration des cerveaux, elle doit se situer dans un rang encore plus élevé. Voilà ce qu'est la Tunisie, sur le plan économique et social. Pour revenir et parler de corruption, la situation est la suivante. Toutes les lois, et monsieur le bâtonnier a eu la générosité de nous les lister, ont été pour la Tunisie des référentiels importés qui, au niveau, et vous en êtes témoin, de notre ARP, l'Assemblée nationale, n'ont pas fait l'objet de débats profonds. Elles ont été acceptées grosso modo telles quelles, parce qu'elles ont été financées, encadrées, proposées, forcées, parce qu'il s'agit de notation, à être appliquées adoptées dans les plus brefs délais. Et une fois votées ces lois, n'ont fait l'objet d'aucune application réelle. Parce qu'elles n'ont pas été portées par des partis, elles n'ont pas été portées par des représentants du peuple, par des organisations de la société civile. Elles nous ont été, entre guillemets, alors que nous sommes indépendants depuis belle lurette, elles nous ont été imposées. Et en tant que telles, elles n'ont jamais été intégrées réellement dans l'ordre interne, fût-ce dans l'ordre judiciaire. Mauvaise application, déni et non-application caractérisée, aucune instance de suivi
de l'application de ces textes n'existe en Tunisie. Moralité de l'histoire, et pour faire court, la Tunisie a 5 facultés de droit qui produisent par an quelques dizaines, voire des centaines de mémoires de DOA et quelques thèses. Aucun de ces travaux de recherche n'a porté sur des recherches de solutions de modernisation de nos codes et de nos textes. Ces facultés ne sont pas, les projets de recherche n'ont jamais été étudiés au niveau du ministère de la Justice, de l'enseignement supérieur 2 et 2 et 2, pour résoudre nos problèmes, pour faire de la synthèse de loi peut-être, mais nous proposer des textes nationaux, avec un grand M. Parce que pour qu'une loi soit applicable dans un système judiciaire, il faut qu'elle émane et qu'elle soit portée par le peuple, par les citoyens, par les opérateurs économiques, l'entreprise. L'entreprise n'est pas partie prenante dans les lois de finances et dans les textes spécifiques à la vie entrepreneuriale en Tunisie. Je fais partie du barreau de Tunisie, ça fait 35 ans. Je n'ai fait que du droit commercial et du droit des affaires. Et je peux vous rapporter plusieurs cas de figure où l'entreprise n'a jamais été partie prenante dans l'élaboration des textes. Faute d'encadrement peut-être, faute d'association peut-être, faute d'instance lui permettant d'intégrer ce mécanisme créateur de normes, ce mécanisme normatif. J'ai posé une question à M. Michel Sapin. Combien de temps vous avez mis pour faire cette loi Sapin 2? La loi Sapin 2 est un texte énorme, 169 articles. Elle a touché à une vingtaine de codes français en dehors des textes spécifiques dont je n'ai pas fait le décompte, mais vous devez certainement l'avoir fait, monsieur le ministre. Le code civil a été touché, le code pénal français a été touché, les achats publics, tous les codes ont été touchés. Qui peut, en Tunisie, aujourd'hui, nous produire un tel texte? Nous avons des textes par des lois courtes, avec des concepts juridiques différents d'un texte à l'autre, contradictoires, parce que l'auteur n'est pas le même. Et chaque auteur définit son concept différemment de l'autre. Et l'ARP, prise par la nécessité, l'urgence, parce que tous nos textes ont été votés dans l'urgence. Dans l'urgence, nous avons actuellement, avec le GAFI, un dossier très douloureux, où on va passer peut-être dans l'urgence. Mais il faut que ces normes et ces concepts passent d'une théorie en hauteur au quotidien. Nous sommes un peuple civilisé. La vie après la Révolution a continué alors que l'appareil d'État était par des fois même en panne. Donc nous pouvons être un réceptacle positif, créateur de toute cette éthique financière et de toutes ces normes internationalement reconnues. Il faut cependant changer de mécanisme. Au niveau du PNUD, au niveau des pourvoyeurs de fonds, de la Banque européenne de développement, etc., il ne faut plus passer, parce que le mécanisme est le suivant, et malheureusement je le décris pas pour l'avoir vécu. On nous demande un texte, adopter la Convention de Rome. C'est un débat, maintenant il n'est plus d'actualité, puisqu'il y a d'autres urgences sur les droits voisins, la protection des droits voisins, comme si c'était une urgence, alors que dans le sud tunisien, il y a des gens qui n'ont aucune chance de travailler un jour et qui sont enclins à vivre un chômage perpétuel. Alors, pour cela, on va nous donner un expert européen, je dirais, parfois, et je peux vous en citer un cas, qui n'a aucune expertise dans le domaine pour lequel il est censé nous conseiller, accompagné d'un Tunisien qui aura un rôle à définir, mais je vous dis, pas très actif, comme s'il était détenteur de la science infuse, alors que je vous ai dit au début qu'on avait 5 facultés de droit, que le nombre d'étudiants en 3e cycle en Tunisie dans les facultés de droit se chiffre par centaines, et que ces gens-là, au lieu de réfléchir sur des problématiques théoriques, auraient pu
passé à étudier comment la loi sur les sociétés en difficulté en Tunisie a été intégrée dans l'ordre interne. Parce que c'est une loi, on a réformé un système qui marchait parfaitement et qui avait un taux de réussite de 34% d'entreprises sauvées, alors que la France n'en enregistrait que 4%. On a adopté un système inapplicable, dangereux et destructeur pour l'économie nationale parce qu'on a dit à la Tunisie, votre système doit être modernisé. On a perdu ce qui marchait, on l'a remplacé à un tel point qu'un tribunal de la capitale, alors que la loi nouvelle est entrée en application, a appliqué la loi ancienne. Ceci pour dire une chose, c'est que nous devons changer de cap, nous devons adopter de nouvelles méthodes de légiférer, et nous devons tenir compte d'une chose. L'Italie, en 70 ans, a connu 66 gouvernements. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des gouvernements italiens varie entre 1 an et demi et 12 mois, entre 18 et 12 mois au maximum. La moyenne d'âge de nos gouvernements, vu notre nouvelle constitution, sera pratiquement la même. Donc, M. Michel Sapin, à la question que je lui ai posée tout à l'heure, combien il vous a fallu de temps pour faire la loi Sapin 2, il m'a dit 2 ans. Alors imaginez que nous n'aurons, avec les données que je vous présente, nous n'aurons jamais la chance d'avoir une loi Sapin en Tunisie, parce qu'il faut 2 ans. Il a fallu 2 ans pour faire celle de la France. Pour nous, il nous faudra 3 ou 4 ans et on n'aura jamais un gouvernement qui tiendra le coup plus de 6 mois. Alors, qui doit faire le boulot? Ah non, oui, ça, c'est... un gouvernement qui n'a pas d'initiative législative, un gouvernement présente une initiative législative, il lui faut 2 ans pour la préparer et la présenter. Au Parlement, je vous en fais grâce, parce qu'il y a des calculs, on peut vous donner des dates, ou alors ça va passer au forcing, et là, en vous référant au débat parlementaire, vous ne trouverez pas de réponse à vos questionnements, ou alors ça va traîner des années et ça ne passera jamais. Donc, cette situation est une donnée objective de laquelle il faut tenir compte. Certes, la corruption est un phénomène catastrophique et destructeur pour notre économie, mais monsieur le ministre, et j'ai des cas dans mon travail quotidien, les cas les plus graves, les plus attentatoires aux intérêts de notre pays, proviennent de manœuvres de corruption manigancées, programmées par des sociétés étrangères opérant en Tunisie, dont certaines françaises. Toutes n'aboutissent pas à des procès, certes, mais ces pratiques-là, je dois dire que nous devons avoir, la société civile tunisienne doit pouvoir avoir accès à intenter des actions, non pas devant nos juridictions incompétentes, faute de texte équivalent au vôtre, mais au moins qu'elle puisse porter partie civile devant les juridictions françaises pour fait de corruption sur le territoire national. Ce serait une grande manœuvre parce que pour corrompre, il faut bien sûr qu'il y ait un agent public à corrompre, mais il faut surtout qu'il y ait un corrupteur averti et qui a de l'expérience. Et la vie des affaires, aussi bien avec les Européens qu'avec les Anglo-Saxons, n'en manque pas d'exemple. Donc, si je dois conclure, je veux dire que la loi Sapin 2, parce que la loi Sapin 2 n'est pas une œuvre spécifiquement française, c'est aussi une œuvre européenne, monsieur le ministre, et dans la réalisation de laquelle il y a eu l'intégration de directives européennes. Donc nous sommes face à un texte qui est plutôt européen et que donc notre nationalisme un peu ne sera pas frustré de prendre la loi Sapin 2 comme exemple. Cela dit, pour se doter des moyens de faire une loi qui touche une vingtaine de codes et de textes spécifiques, il faut qu'il y ait des équipes, mais des équipes tunisiennes, qui savent lire notre code civil, COC, qui savent lire notre code pénal, et non pas un expert qui nous vient en mission, qui est payé à l'heure, qui est payé chèrement, parce qu'en payant, je me demande d'ailleurs si c'est des dons ou c'est des prêts, et si c'est des prêts, c'est une catastrophe, parce qu'on a 5 facultés de droit, on a besoin de faire amener des experts qui n'ont même pas l'expertise requise pour qu'ils nous facturent leur science infuse, pour que nous, on mette au chômage nos chercheurs et nos facultés de droit, pour qu'à la fin, on ait un texte qui ne s'appliquera jamais, parce qu'on n'en aura rien compris à ce qu'ils auront fait comme travail en back-office, c'est-à-dire définir les concepts, les besoins, etc. Donc, moi je dis, le chantier doit être ouvert
mais avec une autre logique, avec de nouveaux moyens, et surtout en ayant pour perspective non pas une urgence de notation internationale, mais service l'intérêt de notre cher pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Farhatoum. Et avant d'ouvrir à la salle, très brièvement, pour nos panélistes, s'il y a quelqu'un qui veut rebondir, peut-être c'est Chaukli par rapport à ce qui existe, ce qui peut encore être fait, mais brièvement, je vous complique la tâche. Juste un petit commentaire sur ce que vient de dire Farhatoum. Donc, j'ai pas bien saisi. Donc, le diagnostic concernant l'arsenal juridique anti-corruption et bonne gouvernance, il nous a été imposé et que ce n'est pas conforme à nos attentes, c'est ça. D'où ma question à vous d'ailleurs, mais vous renvoyez la question à ça. Ça, je vous dis, qu'est-ce qui a été fait? Je ne suis pas d'accord avec ce diagnostic, donc ça n'a pas été donc imposé nullement. D'ailleurs, c'était l'un des vœux, l'un des objectifs de la société civile, des citoyens, des citoyennes qui veulent lutter contre la corruption. Par exemple, la loi pour les lanceurs d'alerte, pour la protection des lanceurs d'alerte, c'est un texte presque unique et ça n'existe même pas en Allemagne, par exemple. Donc, on est en train de l'appliquer contre vent et marée, bien sûr. Il y a des obstacles, il y a de la résistance, mais ce n'est pas un texte qui est incompatible à notre, comment dirais-je, à nos souhaits, ni à notre, bien sûr, souveraineté, etc. Idem pour le nouveau texte concernant la déclaration du patrimoine et la déclaration du patrimoine et d'intérêt. Donc c'est un texte révolutionnaire qui a été donc élaboré avec toute la bonne foi et toutes les bonnes intentions des gens de la lutte, de la société civile, certains de nos parlementaires que je salue, n'est-ce pas, c'est Ali. Et on a eu donc beaucoup d'opposition, même au sein du gouvernement, membres du gouvernement. Moi j'ai assisté à des CMR. Donc, ça ne plaisait pas à tout le monde. Idem, lorsqu'on est parti à l'Assemblée pour discuter le texte, là, maintenant, on est en train d'être confronté à une grande résistance de la part de ce que j'appelle l'administration profonde, les lobbies, certains aussi de nos politiciens. Donc, bon, s'agissant peut-être, Farhad veut parler de l'arsenal juridique concernant la vie économique, etc., les lois d'investissement et tout ça. Là, oui, bien sûr, moi j'étais témoin lorsque j'étais bâtonnier, il était dans l'équipe qui a été initiée par le patronat à l'époque pour parler du code d'investissement, etc. Oui, oui, il a cité quelques cas donc grotesques et même scandaleux. Les experts qui venaient, qui sont payés, qui travaillaient et qui faisaient travailler entre guillemets, là je ne peux pas si je peux me permettre de dire des nègres tunisiens et par la suite ils faisaient n'importe quoi et donc voilà. Mais concernant l'arsenal juridique anti-corruption et pour la bonne gouvernance, on en est fiers. C'est un grand pas qui a été franchi. Donc, reste maintenant les textes d'application. Les textes d'application tardent parce que, effectivement, il n'y a pas une volonté politique franche et déterminée s'agissant de la lutte contre la corruption. Mais ça ne nous a pas empêché, nous, par exemple, en tant qu'un Luc, de faire appliquer et valoir ces lois. Donc, la loi anticorruption, les lanceurs d'alerte, il n'y a pas de texte d'application, mais on applique le texte. La loi sur la déclaration du patrimoine, on attend toujours quelques textes d'application, mais on applique cette loi. Donc voilà, le Raffarin qui disait la route est longue, mais la pente est raide, c'est ça. Voilà. Voilà, donc j'aime bien les raffarinades. Donc voilà, c'est notre cas. La route est longue, la pente est raide, mais on est là.
fils d'Hannibal. Voilà. Merci beaucoup, Shawqi Toubib.